Pourquoi avoir décidé de faire le voyage avec des voitures électriques? Ça leur a pris 8 mois pour traverser le continent africain et vivre une aventure qui était complètement folle. Et la mobilité a toujours été au cœur de développement de l'homme. On a toujours pensé comment se déplacer, que ce soit pour soi, que ce soit pour la santé, que ce soit économique, que ce soit pour la croissance, que toute la mobilité est fondamentale et on ne peut pas s'en passer. Même avec l'outil matériel, avec la mobilité électrique, avec des petites voitures, on pouvait relever de grands défis, on pouvait faire de grandes choses. Très bien. Bonjour et bienvenue chez AfriGreen 24. Bonjour et bonsoir tout le monde. Merci Ismaël pour ton invitation. Je suis ravi de participer à ce premier podcast de ma vie. Ah, Il y a un début à tout. alors, alors c'est une bonne chose. Je crois que c'est le premier d'une longue liste. Parce qu'avec une aventure comme la vôtre, un projet comme la Croisière Verte, si vous ne la racontez pas cette histoire, nous on va la C'est vrai. raconter avec Ça quelqu'un serait de dommage. compétent. Alors il y Ça serait aura une dommage. suite de podcasts, d'enregistrements et de conférences autour de ce projet parce que honnêtement c'est un projet formidable. Alors je vais faire une petite introduction. Après on va se prêter au jeu de questions-réponses et surtout on est ici pour vous écouter. C'est Eh bon? bien, Vous écoute, êtes avec plaisir et concentrés? merci encore de me donner cette opportunité de participer à mon tout premier podcast. En plus, pour une organisation africaine, j'en suis encore plus heureux. Voilà, et j'espère que mon récit, tout ce que j'ai à raconter, va intéresser nos auditeurs. Je pense, parce que c'est hyper intéressant. Alors, Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur le podcast Le Green Talk avec Ismaël Sommet. Je suis cofondateur d'Afrique 24 et dans ce podcast, nous interviewons des personnes dont la vie, le parcours ou les projets sur lesquels ils travaillent est inspirant, des programmes, des personnes qui travaillent au quotidien à améliorer la vie des autres, à inspirer le monde, mais toujours nous avons une vision positive sur l'humanité et surtout sur notre continent cher. Aujourd'hui, je reçois Eric Vigourou, qui est un entrepreneur, qui est également un aventurier et un pilote. Voilà, il va nous raconter tout cela bientôt. Qui a lancé une expédition il y a une année maintenant et qui a traversé le continent africain. Et oui, mesdemoiselles et messieurs, il est parti du nord de l'Afrique jusqu'au sud de l'Afrique. 4 mois, 17 000 kilomètres. C'est toute une aventure, c'est toute une histoire. Et aujourd'hui, ce monsieur, qui est français bien sûr, est ici pour nous raconter pourquoi il a initié cette aventure, pourquoi il s'y est lancé et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il a vu sur le continent, qu'est-ce qu'il pense, et après, on aura plein d'autres questions sur le côté entrepreneurial, côté positivisme, et voilà, en 1 heure 30, selon le dynamisme de cette émission, nous allons parler. Alors, Eric, je me permets de te tutoyer, parce que bien sûr, maintenant, vous êtes une source d'inspiration pour nous, et nous sommes déjà des amis. Donc, voilà. absolument, Alors, absolument. dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire la croisière verte? Mais avant tout, nous voulons savoir qui vous êtes, parce que vous êtes entrepreneur. Comment Écoutez, vous oui, évoluez au quotidien et qu'est-ce qui vous donne cette force? Je vous appelle souvent vigoureux. Qu'est-ce qui vous donne cette force? très bien. Écoutez, oui, je vais peut-être commencer par me présenter pour que nos auditeurs me connaissent un petit peu mieux. Donc, je m'appelle Éric Vigourou, je suis né dans le Massif central, dans une petite ville qui s'appelle le Puy-en-Velay, qui est connue pour plusieurs spécialités, notamment les lentilles vertes du Puy. Soi-disant, on produit les meilleures lentilles vertes au monde au Puy-en-Velay, et c'est pas soi-disant, je l'atteste. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil. Sinon, le Puy-en-Velay est aussi la capitale européenne du départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour ceux qui connaissent, où beaucoup de pèlerins viennent du monde entier pour s'engager dans cette randonnée. Donc voilà, ça c'est juste pour vous situer l'endroit. Sinon, je suis né dans une famille moyenne française. Mes parents étaient commerçants, ils étaient concessionnaires automobiles, pour tout vous dire, et ça va expliquer une partie de la suite de mon parcours. Oui. Donc je suis né dans cet univers très lié à l'automobile. Et j'ai grandi donc en ayant mes parents qui ont développé leur affaire de concession automobile. Et ce qui a été marquant pour moi, il y a eu plusieurs
plusieurs événements, je pense, dans mon enfance qui vont nous amener à ce que je vais vous raconter ensuite. Le premier événement, je devais avoir 7 ou 8 ans, je me souviens, j'avais regardé un film qui m'avait vraiment plu avec mes parents, j'étais vraiment gamin, et ça se passait en Afrique. Et je crois que ma fascination pour le continent africain a démarré là. Je me suis rendu compte que ce continent était immense, qu'il offrait des paysages extraordinaires, en tout cas un monde complètement différent de celui que je connaissais moi en tant que gamin. Et je me souviens de ce moment très fort où quand le film s'est arrêté, j'ai trouvé que mon quotidien était fade autour de moi. C'était beaucoup moins excitant que ce que je venais de voir. Bon voilà, je pense que c'est parti de là. Et puis plus tard, moi je fais partie de cette génération qui avait 14 ans quand on nous a montré le premier Paris-Dakar à la télé. Le premier Paris-Dakar était en 79. Et là, ça a été la deuxième grande révélation pour moi. J'ai vu ces aventuriers partir à l'assaut du désert avec des engins incroyables. Et franchement, ça m'a interpellé parce que ça représentait un petit peu tout ce que j'aimais. Il y avait à la fois les grands espaces, l'Afrique, l'automobile. Et quand on a 14 ans, on voit que le bon côté des choses. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur et je me suis dit, en voyant ces images, quand je serai grand, c'est vraiment ça que j'aimerais faire. Voilà. Donc cette idée, elle m'a pas quitté. Et j'ai Ouais. poursuivi mon petit parcours au Puy-en-Velay jusqu'à l'âge de 20 ans. J'ai passé mon bac. Ensuite, je suis monté à Paris pour démarrer ma vie professionnelle, comme beaucoup de provinciaux. Et dès que j'ai trouvé mon premier poste et que j'ai pu gagner mes premiers salaires, je les ai tout de suite dépensés dans une école de pilotage parce que je rêvais de participer au Paris-Dakar, mais pour participer au Paris-Dakar, il faut quand même être capable de piloter un tant soit peu. Donc je me suis Ouais. inscrit à une école de pilotage qui s'appelle la Formule Ford à Montlhéry, c'était en 1985-6. Et voilà, j'ai suivi cette formation, ça s'est très bien passé. Et j'ai réalisé mon rêve de m'inscrire à un premier rallye en Afrique, qui était le rallye de Tunisie en 1995, avec une Ah, originalité, puisque j'étais un illustre inconnu, j'avais aucune fortune personnelle. Donc il fallait que je trouve le moyen de me faire remarquer pour attirer un peu les médias et donc les sponsors pour pouvoir financer cette première course et d'autres derrière. Donc l'idée que j'ai eue, ça a été de le faire sur un véhicule assez original à l'époque, en tout cas, c'était un quad, parce qu'à ce moment-là, personne n'avait jamais terminé un grand rallye raid et surtout pas le Paris-Dakar avec un quad. Donc je me suis wow. attaqué à ce défi avec un groupe d'autres aventuriers comme moi. Et voilà, j'ai réussi à terminer quelques rallyes et j'ai enfin pu m'inscrire à mon premier Paris-Dakar. Là, c'était le Graal. Je réalisais mon rêve en m'inscrivant à mon premier Paris-Dakar en 1997, toujours sur un quad, avec l'ambition, la ferme ambition de faire partie des premiers pilotes à terminer le Paris-Dakar sur un quad. Donc j'ai participé 4 années de suite sans baisser les bras parce que les 2 premières éditions, ça a été pour apprendre. J'ai cassé mes véhicules et j'ai dû abandonner parce que je manquais d'expérience, hein, tout simplement. Donc j'ai appris beaucoup de choses et la troisième et la quatrième fois, ça a été le succès. J'ai réussi à boucler mon Dakar. Donc voilà, j'étais vraiment ravi parce que j'avais réussi à me faire remarquer dans le bon sens du terme par quelques médias, sponsors, etc. Et aussi par des gens très célèbres dans le milieu du rallye raid. En l'occurrence, c'était quelqu'un que certains connaissent peut-être, qui était très connu dans le milieu, qui s'appelle Bruno Sabi, qui avait gagné le Paris-Dakar quelques années plus tôt sur un Mitsubishi. Donc pour moi, c'était une star et j'avais eu l'occasion de le côtoyer sur les bivouacs pendant le Paris-Dakar. Et quand il a vu ce que j'avais réalisé avec mon quad, il m'a donné l'opportunité de rejoindre son équipe chez Ford de France. Il avait un contrat avec Ford de France et je me suis retrouvé l'année suivante dans la catégorie Rennes au volant d'une moto, ma première voiture en rallye Rennes. Et c'était en l'occurrence un gros pick-up américain, un pick-up Ford, avec un moteur V8 en phase 4 de quasiment plus gros sur le plateau, complètement l'opposé de ce avec quoi j'ai fait l'expédition dont je vais vous parler tout après, juste après. Ouais. Donc voilà, j'ai fait mon premier Paris-Dakar dans une équipe professionnelle et j'ai pu terminer, j'ai réussi à remplir mon contrat. J'étais pilote, ce qu'on appelait pilote d'assistance rapide, c'est-à-dire comme j'étais un rookie, j'étais au service de mes pilotes staff qui étaient Bruno Sabi et Philippe Vambert, qui étaient très connus dans le milieu, qui le sont toujours d'ailleurs, même s'ils sont plus âgés maintenant. Et j'ai pu dépanner Bruno Sabi, qui avait cassé sa voiture 3 jours avant d'arriver au Lac Rose à Dakar. On a démonté ma voiture et c'est moi qui ai dû attendre l'assistance pour repartir et ça m'a pas empêché de terminer. Donc voilà, c'était une très très belle expérience. Et de là, j'ai enchaîné, hein, je vous raccourcis les choses parce que ça prendrait plus qu'1 heure et demie, mais j'ai enchaîné sur une carrière qui a duré au total 20 ans de rallye raid, dont une quinzaine de Paris-Dakar, mais pas que. Le rallye raid, c'est une discipline qui nous a emmenés un peu partout dans le monde.
Et j'ai eu cette chance de participer aux plus belles épreuves de rallye raid à travers le monde et aussi en Asie notamment, en Amérique du Sud. Voilà, j'ai donc assouvi cette passion avec gourmandise et vraiment en voyant que le bon côté des choses pendant toutes ces années. Après, ce qui s'est passé, déjà, il y a eu un événement en 2007, 2008. Oui, c'était 2007. On était donc sur le point de prendre le départ du Paris-Dakar à Lisbonne, au Portugal. Et les organisateurs nous annoncent au dernier moment que le Paris-Dakar va être annulé parce qu'il y a des mouvements qui ont été observés par le ministère des Affaires étrangères à Paris, qui a interdit aux organisateurs de lancer l'épreuve. Donc là, c'est vraiment la douche froide, si je puis dire, tout s'arrête et on nous explique que l'année suivante, le Paris-Dakar sera organisé dans un autre pays, sur un autre continent. Et effectivement, en 2009, 2008, ah non, c'est en 2008, pardon, l'annulation. Donc en 2009, on s'est retrouvé en Amérique du Sud, en Argentine, Chili, pour participer au Paris-Dakar sur ce nouveau continent. Donc c'était franchement très, très excitant aussi parce que c'était pour moi de nouveaux horizons que je connaissais pas, de nouveaux territoires. Donc c'était très, très plaisant de découvrir tout ça. Mais assez vite, j'ai fait partie de ceux qui étaient nostalgiques de l'Afrique pour plein de raisons, par rapport à l'accueil qu'on y recevait, par rapport à la beauté des paysages, par rapport à l'isolement qu'on pouvait ressentir quand on était au milieu du Sahara ou du Ténéré. Donc tout ça, c'est irremplaçable en fait. Voilà. Donc moi, très vite, l'Afrique m'a manqué. Et en plus, la discipline s'est professionnalisée. C'était plus tout à fait une aventure telle que ce qui avait pu m'attirer moi sur le Dakar. Le Dakar, on pouvait faire la différence quand on avait vraiment une grosse motivation. On pouvait faire la différence avec ses tripes, avec sa pugnacité, avec sa résistance, face à des équipes d'usine qui avaient des moyens beaucoup plus importants, mais si les pilotes n'étaient pas très résistants, eh bien, éventuellement, ils pouvaient se faire battre par des gens un peu moins connus comme les amateurs dont je faisais partie. Voilà, donc oui, je vous laisse peut-être intervenir parce que si vous me laissez c'est très inspirant. Hein. C'est une vie de pilote, c'est une vie d'aventure et voilà, c'est votre vie. Et je reste juste bouche bée, mais comme je vous l'ai dit en off, l'engouement ou la passion qui nous anime, c'est cette idée d'aventure, d'inspiration. Vous nous avez raconté votre parcours de pilote, mais vous êtes également entrepreneur. On va arriver sur votre vie d'entrepreneur bientôt. Mais je veux vous poser une question. Vous avez fait le Paris-Dakar avant, et là, vous êtes reparti sur le continent. Qu'est-ce que vous pensiez de l'Afrique et quelle idée a changé maintenant? Qu'est-ce que vous avez vu? Bah écoutez, c'est tout un cheminement, mais pour reprendre mon propos là où je l'ai laissé juste avant, donc j'ai fait ça pendant 20 ans et un beau jour, je me suis rendu compte que la passion était plus vraiment là, la flamme s'était un petit peu émoussée et comme je vous disais, la discipline a changé, donc j'ai décidé un beau jour d'arrêter tout simplement parce que j'avais le sentiment qu'il était temps pour moi de tourner la page, de passer à autre chose. Il est vrai qu'entre-temps, j'avais quand même vieilli, voilà, comme tout le monde. J'ai eu 4 enfants qui commençaient à me renvoyer un petit peu la réalité du sport que je pratiquais, qui n'avait pas que des vertus, qui n'a pas que des vertus, parce que c'est vrai que partir avec des grosses voitures, des gros moteurs, brûler de l'essence dans des paysages immaculés, je comprends que ça puisse choquer, que ça ait choqué beaucoup de gens, même si en réalité c'est pas un sport plus polluant que beaucoup d'autres qui ont une image bien plus verte. On pourrait parler de la voile, on pourrait parler du golf, on pourrait parler de plein d'autres choses. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, c'était quand même une discipline qui était de moins en moins tendance, on va dire ça comme ça. Et la réalité aussi, c'est qu'on était dès cette période-là dans un monde qui est en train de changer, avec des défis environnementaux que tout le monde a à l'esprit. Bon voilà, tout ça a fait son chemin dans ma tête et un jour, je me suis rendu compte que ça correspondait plus à mes aspirations les plus profondes et qu'il était temps pour moi d'arrêter. Donc voilà, c'est comme ça qu'il y a un peu plus de 10 ans, il y a 12 ans, j'ai arrêté de participer au Rallye Raid. Et j'avais dit à ce moment-là, mon copilote avec qui j'avais vécu toutes ces années, qui est devenu aussi mon meilleur ami dans la vie, je lui ai dit, écoute Alex, je t'annonce que j'arrête le Rallye Raid, je suis désolé, mais je ne peux pas imaginer que ce soit une fin définitive. En tout cas, je ne peux pas imaginer qu'on ne retournera jamais en Afrique, qu'on retournera jamais en Afrique. Autant je peux me passer de la compétition, de tout ce côté, de toute cette caravane énorme qu'est le Paris-Dakar, autant je peux pas imaginer qu'on ne retournera pas en Afrique. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas sous quelle forme, mais on y retournera parce que ça fait vraiment partie de ce qui nous plaît profondément, tout simplement.
Voilà, donc avant d'enchaîner sur la suite après cette décision, pour revenir, puisque vous m'avez tendu cette perche sur mon parcours d'entrepreneur, quand je suis monté à Paris, je suis rentré dans un secteur qui n'a rien à voir avec l'automobile, qui était celui de la grande distribution. Donc là, j'ai Ok. découvert un monde nouveau, qui est celui des grands magasins, des grandes enseignes de la grande distribution, Carrefour, Auchan, Leclerc, vous les connaissez tous. Et moi, j'avoue que je connaissais pas du tout ce milieu-là, donc j'ai appris, j'ai suivi beaucoup de plâtre pour comprendre un peu comment ce monde-là marchait. Et j'ai réussi à prendre un poste de commercial dans une société de l'agroalimentaire. Et de ce poste de commercial, j'ai réussi à gravir quelques échelons. Et au final, je suis devenu directeur commercial sur le quart nord-ouest de la France, y compris Paris. Donc là, j'ai appris très vite et vraiment à la grande école, parce que la grande distribution, ça fait pas de cadeau. C'est un milieu qui est très dur et qui est en même temps très formateur. Et déjà, au fond de moi, j'avais l'envie de réaliser mon propre parcours, de créer ma propre entreprise. Et donc, j'ai beaucoup observé tout ce qui se passait autour de moi pendant ces années-là. Et au bout de 5 ans, je me suis rendu compte, c'était une idée qui commençait à faire son chemin aussi dans mon esprit, qu'il y avait un manque dans la grande distribution. Vous savez, quand il y a des grandes promotions dans les allées centrales ou en tête de gondole, sur des produits frais notamment, c'était souvent des animateurs ou des animatrices qui mettaient une table de camping avec des affiches publicitaires et du scotch et qui vendaient des produits comme ça. Au bout d'une allée, c'était pas très pro, c'était pas très clean. Ça respectait pas la chaîne de froid non plus. Donc j'ai eu l'idée de créer un service de location de meubles frigorifiques que j'ai démarré tout seul dans mon coin avec un meuble frigorifique, puis deux, puis trois, puis quatre. Et j'étais tout seul, absolument tout seul pour démarrer cette activité. Et de fil en aiguille, des opérations m'ont été confiées. Je pense à cette première opération qu'un magasin Auchan du côté d'Orléans m'a confiée en me disant, Eric, on veut créer la quinzaine italienne dans l'allée centrale du magasin. Il nous faut 30 meubles frigorifiques. Moi, j'en avais que 3 ou 4. J'étais pas organisé du tout pour faire ça, mais je me suis pas dégonflé. Je leur ai dit, OK, on va le faire. Donc, j'ai pratiqué un tarif assez élevé pour essayer d'amortir le plus possible mon investissement parce que je savais que je devais acheter ces meubles frigorifiques pour cette opération. J'avais Maintenant aucun. que vous parlez d'amortissement, d'investissement, là, on est déjà en plein en train d'entrer dans l'entrepreneuriat. Ah, là, On va arriver sur cette pêche que je vous ai tendue. Alors, ouais. là, c'est votre vie d'entrepreneur. Je fais un peu le point pour ceux qui nous suivent et qui nous suivront. Nous recevons Eric Vigouroux, qui est un entrepreneur, mais surtout aujourd'hui, qui est un aventurier et qui est un pilote et qui a décidé de faire un voyage fou, de traverser 17 000 kilomètres à bord de petits véhicules, des Citroën Ami. Avec quelques pilotes, ils ont parcouru 17 000 kilomètres et traversé tout notre continent africain, c'est-à-dire du nord au sud. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il a décidé de le faire avec des petites voitures. Il vous a parlé du Paris-Dakar, sa vie de pilote, des voitures toujours un petit peu atypiques que lui, il utilisait dans le Paris-Dakar de l'époque. Mais je veux par là vous poser cette question. Pourquoi avoir décidé de faire le voyage avec des voitures électriques, alimentées au solaire, dans un continent où vous savez que la technologie n'est pas au point et que dans une forêt, vous pouvez rester bloqué. Ça, c'est vraiment de l'aventure. Vous aussi, si vous vouliez participer à notre programme d'accompagnement Afrique Green Bridge, vous n'avez qu'à nous écrire sur les liens ici en commentaire ou à nous écrire sur www.afriquegreen24.com et nous accueillerons votre projet et nous vous contacterons. Merci.